Tifosi de la Roma, Internet, buongiorno. Vous écoutez Amo Roma, il podcast spécial, édition spéciale, aujourd'hui avec un invité exceptionnel. D'abord, je présente Luca, l'Italien. Salut Luca, est-ce que tu vas m'accompagner dans Salut cette tout le monde, interview? bonjour. Et notre invité exceptionnel, c'est Monsieur Laurent Colette. Bonjour Monsieur Colette. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Monsieur Laurent Colette est le directeur général adjoint de l'Olympique de Marseille. Exact. Voilà, donc en fait, déjà, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on va revenir sur une phase de votre carrière, car vous aviez été pendant un an, une bonne année en tout cas, à l'AS Roma. Oui, 15 mois, j'étais à l'AS Roma de novembre 2015 à mars 2017. Alors, avant d'arriver à votre travail à l'AS Roma, donc du coup, là, actuellement, à l'Olympique de Marseille, qu'est-ce que vous faites exactement? Ben, j'ai été directeur général pendant 2 ans et là, je suis en train de prendre des responsabilités dans le groupe McCourt, qui est le groupe propriétaire de l'Olympique de Marseille, sur la diversification du groupe en général, dans lequel l'OM fait partie, mais il y a d'autres choses, je ne peux pas trop vous en dévoiler. Donc, je garde Voilà. des fonctions à l'OM comme directeur général adjoint, surtout sur des sujets d'alliance stratégique et d'international, qui sont d'ailleurs liés avec mes nouvelles fonctions. Donc, je suis en train de coulisser vers les activités du propriétaire américain. D'accord, très bien. Donc, vous êtes une personne très importante. Et donc, du coup, Lucas, peut-être une question par rapport à l'Olympique de Marseille et Monsieur Colette. Ouais, moi, je suis très curieux parce qu'en fait, en Europe, en ce moment, il y a pas mal de groupes américains qui ont racheté des clubs. Donc, quel est, d'après vous, l'apport des groupes américains par rapport au passé? Qu'est-ce qui va changer avec eux, puisque vous avez eu l'expérience? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Bon, ben, c'est vrai qu'on note une augmentation des cas de groupes américains qui viennent dans le Mhm. football parce que d'abord, je crois que les Américains aiment le sport. Ça fait partie de leur culture. Ils ont des sports. Alors, le football, comme on le connaît en Europe, il n'arrive pas encore à percer comme d'autres, mais il fait son petit bonhomme de chemin, surtout dans les universités où c'est le sport le plus populaire. Mais je crois que les Américains ont un vrai savoir-faire au niveau du sport professionnel. Ils ont des méthodes, ils ont des approches qui peuvent faire du bien. Et bien sûr, c'est une injection de capital, donc qui permet, quand ils reprennent des clubs, de leur donner un projet revivifié, plus dynamique. Donc, c'est surtout un apport de professionnalisme qui est intéressant, une vue aussi un peu extérieure, ce qui permet. Alors, des fois, il y a toujours le débat entre expliquer la réalité locale, mais aussi il faut être un peu ouvert aux nouvelles idées, notamment dans le monde digital, notamment dans la diversification, puisque c'est un sujet que je connais bien, dans la stratégie long terme. Mhm. Eux, ils voient assez loin. Le propriétaire de l'OM dit toujours high road, long view, donc une vue longue. Il faut d'abord, au-delà des secousses et des méandres qui représentent une saison sportive avec des défaites, des victoires, il faut voir où on se dirige à 4-5 ans. Et Ouais. c'est un peu le cap du pêcheur, le cap du chalutier. Donc, je crois qu'ils apportent cette vision stratégique et cette ambition aussi. Il y a un côté ambition. Ils n'ont pas peur Ouais. des gros projets. Et donc, des fois, on se dit, oh là là, mais est-ce que ce sont des doux rêveurs ou pas, mais non. Et en tout cas, ils mettent une vue à long terme avec des projets ambitieux. Et ben, il faut cravacher pour essayer d'y arriver. Et on peut y arriver. Rappelons-nous le slogan de Nike, Just Do It. Ben, il Ouais. suffit juste de le faire. C'est Donc vrai. voilà, des fois, on est un petit peu trop, on est un petit peu trop dans notre petite routine, dans nos résultats du lundi matin. Et est-ce qu'on ne peut pas penser à des choses plus grandes et le football a ce pouvoir, c'est vraiment le spectacle numéro un dans le monde, de très loin. Donc, il a ce Mhm. pouvoir de galvaniser les foules. Est-ce qu'on ne peut pas canaliser ce pouvoir pour faire de plus grandes choses? Et pas seulement au niveau économique, hein, ça peut être au niveau impact social, ça peut être au Ouais. niveau éducation, ça peut être au niveau message aux jeunes. En fait, on se rend compte que le football a beaucoup de facettes positives que si on sait les organiser, les orienter et mettre les moyens derrière, on peut aller très loin. Bien sûr. Très bien. Oui, oui, c'est ça. Alors, je fais une bonne transition parce que vous avez parlé de Nike. Donc, du coup, là, je suis sur votre parcours de carrière. Vous avez été directeur marketing à Nike en Espagne, c'est bien ça? Oui, Espagne au Portugal, oui. Espagne, Portugal. Et après, donc, du coup, vous êtes rentré au sein du FC Barcelone.
Oui, alors j'ai eu 2 étapes. Je suis rentré en 2003, puis je suis revenu en 2010, puisque j'étais sorti en 2006 pour des bisbilles politiques entre président et vice-président. Donc j'ai eu la chance de faire 8 ans et demi cumulés au Barça en 2 étapes. Pour un étranger, parce qu'en fait, moi, bon, j'habitais à Barcelone, mais je suis quand même un citoyen français, c'est quand même un très beau privilège d'avoir atteint ce genre de responsabilité dans un club aussi prestigieux. C'est pas moi qui les ai gagnés, mais j'ai quand même vécu 2 Ligues des Champions, presque une troisième, puisque je suis parti en 2000, lors de ma première étape, je suis parti en mars 2006 et en mai 2006, ils gagnaient la Ligue des Champions à Paris contre l'Arsenal de Thierry Henry. Donc j'ai vécu des belles aventures, j'ai beaucoup appris. Le Barça, c'est pas un club facile au niveau quotidien, mais en tout cas, j'en garde une fierté, je garde les bons moments. En plus, j'ai vu quelques interviews de vous où, en effet, vous avez vraiment une, comment dire, de très très bons souvenirs de Barcelone. Donc là, actuellement, vous êtes à Marseille, mais entre-temps, vous êtes passé par l'AS Roma. Et c'est Oui. ça qui nous intéresse, surtout parce que nous sommes voilà, une émission vraiment 100% AS Roma. Et du coup, vous étiez dans le marketing. Alors, j'étais directeur marketing et commercial. Directeur marketing commercial, d'accord. Alors, quel était, bah, du coup, alors, Lucas, je crois que tu avais une question très intéressante par rapport à cette Oui, non, arrivée. simplement par curiosité, en fait, par l'intermédiaire de qui, grâce à qui, en fait, vous êtes arrivé à la Roma? C'est, par exemple, c'est plus le groupe Palota, Baldini, un conseiller. Comment vous êtes arrivé, en fait, au sein du club? Non, le club, à travers du président Pallotta et du directeur général de l'époque, Italo Sansi, recherchait Oui, oui, un directeur marketing pour un petit peu articuler leur politique de marque. Donc, j'étais approché par un chasseur de tête international. Il y a eu d'autres candidats. J'ai franchi les étapes. Je me suis retrouvé finaliste avec un autre candidat. Alors, j'ai su que c'était un monsieur de l'Arsenal parce que le chasseur de tête a fait une erreur. Il a envoyé la convocation de l'autre à moi, donc j'ai su qui c'était. Donc, j'ai pu étudier un peu son profil et j'ai pu travailler mon approche. J'étais bien plus latin que l'autre monsieur. J'étais plus dans le digital. Enfin bref, j'avais pas mal de choses à faire jouer. Et donc, c'est moi qui ai été sélectionné. Mon dernier entretien, d'ailleurs, était avec Jim Pallotta à New York. Et donc, alors, après, au cours du processus, j'ai dit, mais marketing, mais moi, j'ai aussi le commercial. Je trouve que le marketing et le commercial, c'est assez lié. C'est comme un chanteur-compositeur, un auteur-compositeur qui chante ses chansons. Quand il chante ses chansons, s'il les a écrites lui-même, il donne beaucoup plus de conviction. Comme Vianney, par exemple, en France. Et donc, je les ai convaincus de aussi travailler sur le côté commercial. Et puis, ensuite, au départ, ils pensaient que ce poste était basé à Boston, là où M. Pallotta a ses bureaux. Mais j'ai dit, mais si on est sur le marketing, il faut être proche de la réalité. Et la réalité est à Rome. Et donc, je les ai également convaincus de me localiser à Rome. Alors, j'ai fait de fréquents voyages pardon, à Boston et à New York, mais j'étais basé à Rome et je crois que c'était la meilleure des solutions puisqu'on est plus près de la réalité, des supporters, de la ville et de plein de choses. bien sûr. Du coup, donc, Et quel est oui. votre ressenti par rapport à la spécificité du club? Voilà, vous, la Roma, par exemple, vous l'avez vécu pendant un peu plus d'un an. Et est-ce que, d'après vous, quelle est la spécificité de ce club par rapport aux autres? Voilà, qu'est-ce que vous avez remarqué pendant votre expérience? S'il y a une spécificité. Voilà. C'est un très beau club qui représente une très belle ville. Moi, c'était un rêve et c'est un peu dommage que j'ai pas pu faire plus. On m'a expliqué quand je suis arrivé que la Roma, c'était le club de la ville, quand la Lazio, c'est le club de la région. Et Ouais. donc, il y a un vrai cœur. Alors, Rome, c'est quand même une ville historique, il y a beaucoup de traditions. Donc, il y a une force, incroyable. Il y a aussi toujours cette comparaison avec le Nord, où le Milan, l'Inter, la Juve ont gagné plein de Scudetti. Ouais. Et que dans le Sud, ils ont gagné beaucoup moins. Il y a eu Naples à une époque, mais Rome, il y a très longtemps, le palmarès de Rome est un palmarès un peu insuffisant par rapport à ce que représente le club. Donc, c'est un club qui a envie de faire mieux, qui est capable de faire mieux, qui a une base incroyable, la ville, des supporters qui sont très passionnés. Et puis, il y a eu des bons joueurs. Moi, j'étais à l'époque de Pjanic, de Nainggolan, de Totti, avec qui je prenais le café le matin, qui était juste à côté de moi, une simplicité, Francesco, de Salah, avec qui je parlais en arabe. Donc, ça a été, moi, je trouve que c'est un très beau club qui mériterait mieux et qui arrivera à mieux parce que petit à petit, il grandit, il se structure. Et j'avais fait un chart pour M. Pallotta à l'époque où j'avais divisé
par décade. C'est-à-dire, j'avais calculé la position moyenne de la Roma en classement final de la Lega sur des épisodes de 10 ans. C'est-à-dire 75 à 85, de 85 à 95, etc. jusqu'à 2015. Ouais. Et à chaque fois, la moyenne montait. Ça veut dire que depuis 40 ans, et je suis sûr que l'exercice continuerait, serait pareil, depuis 40 ans, le niveau moyen de classification finale, de classement final de la Roma augmente par rapport de décade en décade. Donc c'est quand même incroyable. J'ai fait cet exercice sans présupposer le résultat et j'étais stupéfait. Et je l'ai montré à l'encadrement, qui d'ailleurs était aussi impressionné. Et c'est vrai. Donc c'est un club qui est en train de grandir et moi je lui souhaite tout le bonheur du monde. Oui, bah nous aussi. Du coup, vous y étiez entre novembre 2015 et mars 2017. À la Roma. Vous avez parlé du coup de digital, de marketing, tout ça. Alors nous, avec Lucas, bon, surtout Lucas, on suit la Roma depuis pas mal de temps avant votre arrivée. Et c'est vrai qu'on a vu une évolution très importante au niveau de cette communication. C'est vrai qu'avant les Américains, c'était très compliqué, par exemple, de pouvoir se procurer un billet hors d'Italie, des merchandising, des maillots. Voilà, c'était la marque Kappa, on est passé sur Nike. Du coup, vous avez été un précurseur de ça? Non, mais il faut être modeste. C'est toute une équipe. Il y a des gens extraordinaires. Il y a mon ami Paul Rogers qui s'occupe du côté digital, qui était basé d'ailleurs à Boston, et qui a fait un travail extraordinaire sur les réseaux sociaux. Il a complètement dynamisé la communication sur les réseaux sociaux, avec notamment cette communication sur les enfants disparus, qui est quand même à la fois originale et puis qui a eu des résultats, ce qui est quand même incroyable. Oui. Sur la relation avec Nike, oui, moi j'ai essayé pendant mon temps de professionnaliser. Maintenant, la Roma, on peut trouver des articles de la Roma sur Amazon, ça c'est pas de moi. Donc moi j'ai pas eu trop le temps en 15 mois de marquer ma patte. Moi j'ai essayé d'être le plus professionnel possible, mais il y avait une équipe autour. Certains sont restés. Andrea Caloro, qui est le responsable du merchandising aussi, qui est un type qui se bat, qui fait un travail souterrain important. Moi, j'étais plutôt dans la recherche de partenaires. J'étais aussi oui, la billetterie. Mais alors, moi, j'ai pas eu de chance parce que quand j'y étais, il y avait la grève des tifosi de la Curva. Oui, et donc, ils venaient pas. Donc, c'était pas facile de faire nos objectifs. Et en plus, ça perdait du spectacle. C'est-à-dire qu'une famille qui venait, qui achetait des billets dans la Tribuna Trastevere, finalement, elle avait moins de spectacles que s'il y avait la Curva. Donc j'ai connu une période assez bizarre. Et puis j'ai connu aussi la période de la préparation du développement du nouveau stade à Tor del Valle, qui pour l'instant reste encore une énigme. Oui, en effet. Et du coup, vous avez parlé de sponsors. Le Qatar Airways, c'est vous? Alors moi, j'avais contact avec Qatar, mais ça avait été pris par Umberto Candini, qui était le CEO, que je connaissais de l'époque de Milan. Ouais. Et après, non, ça a été signé une fois que je suis parti. Donc malheureusement, je n'ai pas contribué grand-chose. J'avais bien sûr préparé le dossier, mais non, ça a été fait après ma sortie. Énorme dossier en tout cas, parce que ça faisait quelques années que... Moi, j'ai fait Linkem, qui est un sponsor des catégories inférieures, avec un package absolument innovant, qui était partenaire de l'avenir. Et Linkem je crois qu'il met toujours son nom sur les catégories inférieures. Et en plus, ils avaient un certain nombre d'actifs. Donc, pour moi, c'était un très beau partenariat avec une société italienne, moderne, d'Internet, avec qui la négociation a été à la fois très, très difficile, mais très facile. C'est-à-dire qu'ils ont exigé, il a fallu faire beaucoup de réunions, mais c'était des gens adorables, vraiment professionnels. Et c'est une très belle négociation, c'est un très beau deal. Je suis très fier de ça. Ouais. Très bien. Lucas, peut-être une question? Oui. Une question en fait, parce que bon, vous avez connu donc Pallotta, donc un peu les dirigeants de l'époque. D'après vous, si on peut faire un bilan de l'époque Pallotta, parce que bon, à Rome, c'est toujours un peu compliqué. Il y en a qui sont satisfaits, il y en a qui sont très insatisfaits, mais plus par rapport au palmarès. Quel est votre point de vue extérieur, donc de professionnel qui a collaboré avec ce groupe? Voilà. Non, je crois que c'est un bilan positif parce qu'il y a eu quand même une professionnalisation du club, il faut voir ça. Il y a eu quand même des beaux résultats sous Spalletti. Moi, j'ai connu Spalletti, mais
il a continué après. Il y a eu record de points sur une année. Il y a eu la demi-finale qui s'est jouée à peu de choses contre Liverpool, après avoir éliminé de belle manière le Barça. Alors le Barça, je connais bien, mais j'y suis allé et il traîne cette élimination de la Roma, plus celle de Liverpool l'année suivante, plus celle du Bayern cette année, comme des gros boulets, mais la Roma, ça revient tout le temps. Tout ça, c'est quand même des résultats qui ont redonné de la fierté aux Tifosi. Oui, il manque peut-être un titre. Il y a eu quand même des déceptions de matchs de coupe, notamment, qui ont été un petit peu sabordés, je ne sais pas pourquoi, ou pas bien joués. Il y a eu aussi les grosses années de la Juve, Allegri, tout ça, qui était quand même assez intouchable, avec d'autres moyens, soyons très clairs aussi. Hein. La Juve joue dans un petit peu une autre division. Les revenus de la Champions League, ils sont importants, et la Juve, elle est toujours, la Roma, elle n'était pas tout le temps. Donc, ça a été positif. Il y a eu un développement sur les réseaux sociaux important. Il y a eu l'arrivée de nouveaux sponsors et des sponsors multinationaux, puisque Qatar Airways, il y a Hyundai, il y a eu pas mal de. Moi, j'avais signé à l'époque aussi Toyota. Donc, il y a plus d'internationalisation, un club plus professionnel qui s'est structuré. Avec développement des choses qu'on voit moins, mais comme les licences, les merchandising, l'activité internationale. On a fait des tournées aux États-Unis. Non, je crois que le bilan, c'est une belle étape à Monsieur Friedkin de poursuivre. Alors, il n'a peut-être pas acheté le club au bon moment, mais avec le Covid, mais je crois que la dernière étape a été quand même assez positive. Faut bien regarder. Je peux comprendre que Tifosi, mais de toute façon, tous les Tifosi du monde ont envie de plus. Hein. Vous allez leur demander, ils ne sont jamais contents. Regardez ceux du Barça là, qui n'en peuvent plus, ils ont mis une motion de censure. Donc imaginez, plus on mange bien, plus on est exigeant. Donc, voilà, il faut rester humble. Je crois que l'étape a été très positive. Ça va. Et d'après vous, entre Pallotta et Friedkin, quelle est la différence au niveau de l'approche, au niveau de la méthodologie, au niveau même des perspectives? D'après vous, est-ce qu'il y a une différence ou plus une continuité? Voilà. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas M. Friedkin. Je lis ce que dit la presse depuis ma modeste position à Marseille. Donc, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Vous savez, on se rend compte de ça quand on est bien immergé. Moi, je connais bien. De la même manière que j'ai travaillé avec M. Pallotta, je n'ai pas travaillé avec M. Friedkin, donc il est difficile de faire des comparaisons. Il vient du monde, il travaille avec Toyota notamment, et je crois que c'est un businessman qui sait ce qu'il fait, qui sait rentabiliser ses affaires, qui sait prendre des bonnes décisions. Il a certainement la passion. Laissons-le travailler. Je crois que dans le football, on oublie toujours de laisser travailler les gens. Laissons-les travailler. Il vient d'arriver. En plus, alors, je répète, c'est une époque très difficile où croyez-moi, l'économie du sport est très, très atteinte par des stades vides. Ça fait perdre des ressources, des droits télé fluctuants. Donc, laissons-le travailler. C'est un autre propriétaire américain avec des succès derrière lui. Il rentre dans le sport. On va voir. Très bien. En Italie, il y a déjà pas mal de clubs qui sont passés sous une propriété américaine parce qu'il y a Fiorentina, Bologne. Voilà, donc en fait, il y a vraiment une patte américaine qui commence à s'installer. Donc ça fait un peu changer les choses parce que en Italie, c'était des anciens propriétaires, présidents, un peu très ancrés dans le réseau local. Là, il y a une ouverture à l'étranger et pour moi, c'est tout à fait positif l'arrivée des Américains en Italie. Voilà, Oui, il y a d'abord eu une espèce de filiation italo-américaine parce que la maman de M. Pallotta, j'avais rencontré plus d'une fois, elle tient un restaurant à Boston, elle parlait italien, elle est d'origine italienne. Monsieur Saputo, qui est à Bologne, pareil. Maintenant, M. Friedkin, je ne crois pas qu'il ait des antécédents italiens. Donc, c'est un autre type de profil. Mais en tout cas, tous ces gens-là aux États-Unis sont très admiratifs, je peux vous le dire, parce qu'on a aussi un propriétaire américain ici. Ils sont très admiratifs du football européen, de ce que ça veut dire au niveau business, au niveau passion, au niveau engagement, au niveau impact social, au niveau de ce que ça crée le courant que ça crée dans une ville, tout ce qu'on peut faire. Le défi est très grand. Après, il faut le transformer en succès ou en bénéfice. La Roma traîne d'ailleurs une dette assez forte, mais le Barça aussi. Hein. Donc voilà, mais je crois qu'il y a un gros intérêt de la part des Américains, investisseurs américains sur le football européen, et ils voient ça comme un secteur qui est encore en développement, et c'est vrai. Quand on voit les chiffres d'évolution, par exemple, du digital, on parle de chiffres de numéros à 2 chiffres, quoi. Plus 10, plus 20, plus 40%. Je me rappelle des chiffres de Paul Rogers quand il était à la Roma, où
c'était incroyable. On parlait vraiment des fois même de doublement. Donc il y a encore du potentiel. Donc à M. Friedkin de canaliser ça et d'en sortir le meilleur et puis de faire plaisir aux tifosi. Parce qu'il ne faut jamais oublier non plus qu'on parle d'un club de foot. Généralement, on parle d'idées, etc. Mais le socle, c'est le club de foot. C'est ça c'est les résultats, c'est les joueurs, c'est le spectacle qu'ils offrent. Voilà. Après, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est comme le disque et le haut-parleur. Le disque, c'est l'équipe, et puis le haut-parleur, c'est tous les efforts qu'on peut faire après. Alors, si le disque est mauvais, le haut-parleur, il ne pourra pas faire grand-chose. Oui, excellente similitude de comparaison. Voilà. Alors moi j'aurais une dernière question au point de vue humain, joueur. Voilà, vous êtes tombé sur une année où vous aviez rencontré des joueurs comme Salah, Totti, Nainggolan, De Rossi, Pjanic, Rudiger, et à sa tête il y avait également Rudi Garcia. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces personnalités-là, le souvenir que vous en gardez? Puis après vous avez retrouvé Rudi Garcia à l'OM en plus de ça. Donc, Ah oui, Rudy, il me traite de chat noir parce que je l'ai vu partir de Rome et puis je l'ai vu partir de l'OM. Quand je suis arrivé à Rome, moi quand j'ai signé, on était premier en octobre-novembre 2015. Et puis j'arrive et puis il enchaîne une série de mauvais résultats avec le dénouement qu'on connaît. Et est arrivé après Spalletti. Et moi, Rudy, j'ai toujours eu à Rome, je ne connaissais pas. Je me suis approché, mais timidement. Quand je l'ai retrouvé à Marseille, c'était sympa. Puis finalement, j'avais de très bonnes relations avec Rudy. Alors, d'ailleurs, j'en parlais récemment quand je voyageais avec l'équipe de Marseille. Il m'invitait avec le staff, on mangeait ensemble. Moi, j'ai de bons souvenirs de Rudy. Et il y avait à l'époque Roma à Trigoria, parce que maintenant, ils ont un bureau à Eur et les joueurs sont toujours à Trigoria. Mais à Trigoria, on prenait le café avec les joueurs, ce que j'ai jamais vu nulle part, ni à Marseille, ni à Barcelone, parce que le centre d'entraînement coïncidait avec notre bureau. Et nous, les dirigeants, on mangeait à côté des joueurs, enfin, pas loin des joueurs, mais surtout le matin, on les voyait, quoi. Et donc, de voir El Shaarawy, moi j'ai discuté avec Shaarawy, il habitait à ma rue, Totti qui avait un regard très gentil, Salah, je lui parlais un peu en arabe. Il y avait ce côté familial que disait Italo Zanzi, qui était un très grand directeur général, et que j'ai vraiment trouvé. Et ça, c'est important pour la cohésion, parce que le problème des clubs de foot, c'est la cohésion entre l'administratif et le sportif. Ouais. Et là, à Rome, avec quelqu'un qui est toujours en charge, qui est génial, il s'appelle Manolo Subiria, qui est un espagnol, mais qui est un peu le délégué, qui est un mec très pro, très pro, parce que d'habitude, c'est un poste où on trouve de tout. Il faisait vraiment très bien l'harmonie entre le sportif et l'administratif, en défendant les intérêts du sportif, mais en comprenant les intérêts de l'administratif. Donc, il y avait ce côté famille qui nous faisait beaucoup plus proche des joueurs. Je me rappelle, on allait en déplacement, on revenait en train avec Frecciarossa et on était dans le même wagon que Dzeko, que tout ça. Bon, on les embêtait pas, moi, j'ai jamais embêté les joueurs, hein. Mais ça donnait l'impression de faire partie d'une famille. Et ça, Italo Zanzi, il avait beaucoup travaillé ça. Ce côté familial, quand il m'avait reçu, quand j'étais juste arrivé, je venais juste de signer, il avait organisé, ce que je n'ai jamais vu dans aucun club, mais dans aucune entreprise, il avait organisé avec les dirigeants et les épouses un dîner à Rome pour me recevoir. Donc c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Donc un esprit de famille très très important à la Roma. Oui. C'est beau, tout ça, nous on ne le savait pas trop, et donc voilà, on est content que voilà, la Roma ait quand même pu essayer de cultiver ce côté très humain, famille, c'est très important. Donc ça, merci de ce témoignage, merci vraiment. Merci beaucoup. Mais moi, je n'avais pas d'autres questions. Alors, Lucas, c'est peut-être une dernière. Sinon, on va laisser M. Colette. Une dernière, allez. Voilà, une dernière. Si vous voulez, le rapport avec les médias en Italie, comment vous l'avez perçu, le poids des médias dans la vie du club? Est-ce que vous avez remarqué des différences ou c'est partout pareil Non, je dirais même que moins à Rome qu'à Marseille ou surtout à Barcelone. Je trouve que les journalistes étaient moins... je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était moins virulent. Alors moi, j'étais pas en première ligne. Mais j'ai pas eu vent de beaucoup de polémiques, alors qu'ici ou à Barcelone, il y en a plus. Bon, ça peut-être, je sais pas comment l'analyser, mais j'ai pas le souvenir que le côté média à Rome ait été. Alors on avait en plus notre propre chaîne de radio, il y avait Roma TV, il y avait Roma Radio. Il y avait une importance pourtant, et j'avais un très bon rapport avec les responsables de Roma Radio.
Ça aussi, c'était intéressant, toute cette famille avec d'autres corps de métier. Mais je n'ai pas le souvenir de polémiques journalistiques. Ici, hein, par exemple, j'ai fait un jour une réunion avec des supporters, et puis un jour, le lendemain, ils m'ont dit que j'avais été narquois, alors que moi, narquois, je ne le suis pas. Et puis le lendemain, il a dit que je me désintéressais à la réunion, enfin bon, n'importe quoi. Ouais. Donc, la presse, ce qui me désole dans la presse sportive, c'est la superficialité dans beaucoup de pays. Mais je dirais en Italie, je n'ai même pas eu le temps de le regarder, mais c'est souvent une superficialité. Quand de temps en temps, il y a un article un peu de fond, moi je le célèbre. Parce que l'autre jour, il y a eu un article de fond sur le Barça qui a été fait par un journaliste que je connais, mais pour une newsletter, donc c'est un organe B2B, il s'adresse surtout aux sponsors. Mais il a fait un article de 15 pages sur le Barça, mais d'une profondeur, et il disait beaucoup de choses réelles. D'ailleurs, il n'y a pas de mensonge, hein. Il manquait peut-être de profondeur dans certains d'autres sujets. Ouais. En tout cas, il était déjà allé très loin. Et je dis bravo, parce que là, en fait, on analyse. Et le journalisme sportif ne va pas très loin. Il reste dans les rumeurs. Il reste dans les. Oui, il y a beaucoup de rumeurs. Et ça mériterait à rentrer et de se poser des questions. Parce qu'un jour, j'ai discuté avec un directeur d'un journal à Barcelone. Mais je dis, mais le Barça vient de publier J'étais sorti, hein, le Barça vient de publier ses chiffres. Mais il y a plein de questions à poser. Et le document, il faisait 10 pages. Il me dit, mais on n'a pas le temps, on envoie des stagiaires, parce que pour des questions économiques, on envoie des stagiaires en conférence de presse économique, donc ils ne se posent même pas les vraies questions. Alors qu'une petite analyse d'un certain nombre de choses des questions, mais de poser des questions sans vouloir critiquer. Mais dire pourquoi, dans une année, je ne sais pas quoi, favorable, les sponsors au Barça ont diminué, quoi. Des choses comme ça, c'était écrit. Mais il n'y a même pas cette audace. C'est même pas une audace, c'est cette envie d'aller un peu plus loin que le bout de la lorgnette. Et c'est le problème du journalisme sportif, c'est qu'il ne va pas loin, c'est très spéculatif. Et puis, c'est des rumeurs. Alors voilà, un tel va sûrement se barrer. Là, en ce moment, le directeur du marketing, Francesco Calvo, que j'ai connu, parce qu'il était avant moi aussi, enfin, il était après moi au Barça, il était après moi avant. On dit qu'il va être viré. C'est pas agréable pour un cadre. Ah non, c'est sûr. Ça va me dire de dire qu'il va être viré. Et pour l'instant, il n'est pas viré. Alors, est-ce que c'était des rumeurs? Et est-ce que ça intéresse vraiment le Tifosi de savoir que le directeur de marketing il va être viré? Ils s'en foutent, le Tifosi. Moi, quand j'ai été nommé directeur général de l'Olympique de Marseille, il y a eu 2000 tweets ou je sais pas quoi. Je les ai pratiquement tous lus. Il y en a qu'un qui m'a retenu. Et puis, il disait, on s'en fout. Mais oui, parce qu'on s'en fout. Moi, j'apporte rien. Ce qu'ils veulent, c'est d'autres choses. Le supporter de foot, il veut des réponses à d'autres choses. Il s'en fout complètement de certaines choses de bureau. C'est sûr. Très bien, très bien. Ben, monsieur Colette, on a dépassé les 20 minutes, donc on va vous laisser. En tout cas, on vous remercie grandement pour cette interview. Mais moi, j'ai une dernière question, mais ça va être très simple la réponse. C'est est-ce que Olympique de Marseille, AS Roma en Ligue des Champions ou en Europa League, ça vous tente un jour? Ça serait exceptionnel. J'aimerais bien retrouver. Vous savez, on a joué contre la Lazio il y a 2 ans et ça joue à l'Olympico parce que les deux clubs jouent à l'Olympico et que j'étais à 1h, comme d'habitude quand on joue des matchs comme ça, on arrive nous 1h30, on arrive avec les joueurs, donc on arrive 1h30 avant et on s'ennuie un peu. Et je suis allé m'asseoir à mon siège de la Roma avec un peu de nostalgie, là où je m'asseyais quand il y avait des matchs. Il n'y a pas une loge, on s'assoit vraiment au milieu, là où on s'asseyait avec les dirigeants. Et j'ai eu un coup de blues. Je me suis dit, bah voilà, j'étais pendant 15 mois. Et donc, je garde une relation très forte avec ce souvenir de la Roma, comme une frustration que ça n'a pas été suffisamment long, d'une ville que j'adore. Et d'un club que j'adore, j'ai encore plein de maillots de la Roma et j'ai aucun problème à les arborer dans ma vie. Je suis tifoso de la Roma et je le serai toujours. Et ils ont fait 3-3 avec un premier but de Dzeko, un but de pénalty de Vertu. Donc je sais ce qui se passe et ça m'intéresse. Voilà, on n'oublie pas. Très bien. Nous aussi, on espère que la Roma tombe contre Marseille parce que vu qu'on est sur Marseille, nous, on aimerait bien aller au Vélodrome comme ça. Ça sera bien. Écoutez, attendons qu'on puisse accueillir du public. Là, on va voir un City ce soir. Également. Et en effet, sans personne. Ouais, ça, malheureusement, c'est en plus, il s'agit de deux clubs. Il y a vraiment une véritable passion vis-à-vis des couleurs. Donc, en fait, voilà, c'est deux clubs qui sont ancrés dans deux villes où il y a vraiment, voilà, c'est ça. Des villes latines, on retrouve le même truc de passion. Oui.
Bon, eh bien, merci beaucoup, Lucas. Merci d'avoir fait l'interview avec Non, mais moi, merci à toi, Romain, de m'avoir donné l'opportunité de discuter, avec Monsieur d'avoir un Colette. entretien si intéressant, parce que franchement, et du point de vue humain et du point de vue professionnel, on a appris pas mal de choses. Je pense que c'est très important. Donc voilà, merci beaucoup. Vous avez été vraiment très clair et très objectif. Donc voilà, Voilà. c'est bien. Merci. Pas de Eh problème. bien, merci, Monsieur Laurent Colette, voilà, directeur général adjoint de l'Olympique de Marseille. Merci beaucoup pour cette interview et puis bonne chance pour votre futur à l'Olympique de Marseille, hein, voilà. Voilà, Oui, croisons les oui. doigts. On verra. On verra. On verra. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci. J'espère Au que le revoir. podcast vous a plu. Au revoir. Merci. Parfait.